Nous sommes de retour sur choc.ca. Avec nous, David Lavoie vient de nous rejoindre pour sa chronique politique Fait de société du vendredi 1er mars. De semaine en semaine, en alternance avec Jérôme Pruneau, que l'on salue là où il est aujourd'hui. Il pose ses réflexions sur le papier, suggère, approfondit, questionne, réagit. Il y a 2 semaines, David nous proposait une réflexion sur la manière d'intituler la danse au Québec d'un point de vue linguistique, que vous pouvez toujours réécouter en podcast. Et cette semaine, il réfléchit aux perspectives d'avenir de nouvelles générations artistiques avec une chronique intitulée Dans les plafonds de verre. Bonjour David, je te cède le micro. Bonjour Maud et discussion. Alors, l'avenir, c'est la jeunesse, on le sait. Il faut faire de la place à leurs idéaux. J'ai commencé à travailler dans le milieu du théâtre en 99. Je sortais de l'école des hautes études commerciales. J'étais endetté jusqu'au cou. Je vivais dans un 3,5. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, un cas comme tant d'autres. En sortant de l'université, j'ai rencontré des jeunes de ma génération qui avaient à peu près le même profil, à la différence près que j'étais un gestionnaire égaré et eux, des artistes assumés. Pendant plusieurs années, j'ai tenté de gagner ma vie en les soutenant, en étant fidèle dans mes engagements et en persévérant. Nous avions 22 ans, 25, 30, bientôt 35 ans. Et malgré le temps qui passait, les perspectives d'avenir n'étaient franchement pas terribles. Gagner un salaire indécent lorsqu'on a 2 enfants et qu'on travaille 50 heures par semaine, c'est épuisant, frustrant, éventuellement révoltant. En mai 2013, une poignée d'artistes et de travailleurs culturels, Olivier Chouanière, Catherine Vidal, Olivier Kemed, Brigitte Hennequins et moi, entre autres, publions un manifeste intitulé « Pour que la roue tourne ». Je vous en lis un extrait. Face aux perspectives désolantes de l'augmentation des fonds publics et à la stagnation du financement alloué aux compagnies dirigées par des créateurs, face à la glaciation du milieu théâtral qui préserve avant tout un paysage établi dans les années 70, face à l'écart qui ne cesse de se creuser entre les compagnies créées dans les années 70 et celles nées depuis les années 90, face à l'impossibilité pour les compagnies créées dans les 20 dernières années d'être reconnues à leur juste valeur et de jouer pleinement leur rôle dans leur communauté, nous affirmons que les forces vives de la création théâtrale du Québec sont ignorées, sous-financées, asphyxiées, qu'il est pourtant fondamental qu'elles puissent s'épanouir et choisir les défis qu'elles veulent relever. Le manifeste Pour que la roue tourne est en quelque sorte devenu le prélude d'une crise qui a secoué le milieu du théâtre, puis celui de la danse entre 2013 et 2016, une crise que nous avons nommée la crise des successions. La crise est apparue lorsqu'en l'espace de quelques mois, plusieurs directions artistiques de compagnies de création ont annoncé leur retraite prochaine. Le Carrousel, l'Avant-Pays, Omnibus, Les Deux Mondes, Au Vertigo dans le milieu de la danse, pour en nommer quelques-uns. Du même élan, ces directions ont tour à tour annoncé qu'elles passeraient les rênes de leur compagnie à de jeunes artistes, choisis à leur discrétion, plutôt que de fermer leurs portes comme nous le pensions. Jusque-là, nous imaginions que le départ à la retraite de ces artistes créerait de l'espace pour les plus jeunes compagnies. Mais non. Nos prédécesseurs avaient l'ambition de dicter la suite des choses. Ce qui nous choquait, c'était de constater que les subventions pouvaient être transmises d'un artiste senior à un dauphin, sans que les jurys des conseils des arts n'aient leur mot à dire, c'est-à-dire sans que la qualité artistique du dauphin ne soit évaluée de manière comparative, c'est-à-dire comme au Moyen Âge, lorsque les rois transmettaient leur pouvoir à leurs fils. Les subventions de l'État, dans le cas qui nous occupe. Le dauphin d'un directeur artistique pouvait ainsi hériter d'une compagnie hautement subventionnée, alors qu'un artiste qui développait sa pratique dans sa propre compagnie depuis 10, 15 ou 20 ans n'avait pour sa part aucune perspective de voir son financement s'accroître. Devant la multiplication des cas, l'indignation des jeunes compagnies s'est bientôt transformée en colère. Contre toute attente, la crise s'est atténuée grâce à l'augmentation des enveloppes budgétaires des 3 conseils des arts, des investissements que nous n'espérions plus et qui ont permis d'améliorer le soutien offert aux nouvelles générations de compagnies. Mais les fissures morales de cette crise n'ont pas été traitées comme il aurait été souhaitable de le faire. De jeunes dauphins ont hérité et occupent aujourd'hui des sièges enviables, malgré leur manque de légitimité, à mes yeux du moins. La question qui se pose est celle-ci: l'excellence est-elle toujours la valeur dominante des milieux artistiques? Lorsqu'on travaille dans le milieu de la danse ou du théâtre, on ressent à un certain moment un certain étouffement. Ces milieux sont relativement petits, même dans la métropole. Le grand nombre de finissants qui sortent chaque année des écoles spécialisées et qui entrent dans le marché accentue sans relâche la pression. Ces jeunes artistes cherchent légitimement leur place dans un milieu qui a beaucoup de mal à les accueillir. Hier encore, j'apprenais que de jeunes danseurs d'une compagnie réputée, mais sous-financée, plongeaient dans les poubelles pour se nourrir, faute de gagner leur vie avec leur métier. En anglais, on appelle ça du dumpster diving. Un exemple parmi d'autres. Bref, la précarité est la règle,
les emplois stables sont extrêmement rares pour les artistes. Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner d'entendre périodiquement un appel à ce qu'on leur fasse de la place, à ce qu'il y ait un changement de garde. Les directions artistiques des organismes les plus éminents sont souvent les cibles de ces levées de boucliers, les lieux surtout qui ont valeur symbolique. Lorraine Pintal dirige le TNM depuis 27 ans. Daniel de Fontenay l'usine C depuis 24 ans. Ginette Noiseux indique sur son profil LinkedIn qu'elle est propriétaire d'Espace Go depuis 38 ans. Francine Bernier est à l'Agora de la danse depuis 27 ans. Dina Davida est à Tangente depuis 1980, soit près de 40 ans. Il n'y a pas beaucoup d'emplois stables pour les artistes, alors ceux qui en ont peuvent s'y accrocher longtemps. Il est intéressant de constater que ce sont surtout les femmes qui se démarquent par la durée de leur mandat à la direction artistique des lieux. Si l'on cherche des traces concrètes des mouvements féministes des années 70 et 80, en voilà une. Les milieux du théâtre et de la danse se sont développés grâce à ces grandes bâtisseuses. Ces directrices, je les surnomme affectueusement les dragonnes. Elles sont attachées à leur territoire et aux trésors artistiques qu'ils recèlent. Elles ont fondé ou développé plusieurs de nos institutions et elles y sont encore. J'éprouve un réel respect pour ce que chacune de ces femmes a accompli, mais, du même élan, je ne peux m'empêcher d'être consterné. De ma vie d'adulte, et j'ai 43 ans, je n'ai connu personne d'autre que Lorraine Pintal à la tête de notre théâtre le plus éminent. Pour le dire de manière imagée, depuis 25 ans, la vision artistique de Lorraine Pintal m'est offerte comme l'expression des idéaux du théâtre au Québec. Je pose le même raisonnement pour les autres institutions que j'ai nommées plus tôt. Il y a quelque chose d'irréconciliable entre la reconnaissance que j'ai pour ces grandes artistes qui ont consacré leur vie à développer nos institutions et le fait que la durée de leur mandat me paraît être une entrave à l'émergence des nouvelles générations et des nouvelles idées. Toutefois, étant donné le statut privé des organismes qu'elles dirigent, la seule chose que l'on puisse reprocher à ces dragonnes, c'est de ne pas avoir su inventer la suite. En ouvrant le passage, en avançant, en créant de l'espace pour celles et ceux qui les suivent, elles réconcilieraient l'inconciliable. Pour garder Lorraine en exemple, on se souviendra néanmoins qu'elle a tenté de se lancer en politique avec le Parti québécois en 2014, ou qu'elle travaille présentement à la construction d'une petite salle additionnelle pour le TNM. On ne pourra pas dire que ce n'est pas faute d'essayer. Il ne faut pas regarder très loin dans le passé pour découvrir les politiques publiques qui ont façonné les milieux. La Fondation des Conseils des arts est certainement le catalyseur le plus important du développement des arts au Québec. Or, le Conseil des arts de Montréal a été fondé en 1956, celui du Canada en 1957 et celui dont l'apport est le plus important, le Calque, en 1994. En somme, à quelques exceptions près, les institutions et les compagnies artistiques que nous connaissons aujourd'hui ont toutes été fondées au cours des 60 dernières années. C'est une réalité qu'on oublie facilement tant les milieux artistiques paraissent pérennes. Les Conseils des arts ont permis d'établir des milieux artistiques extrêmement dynamiques au Québec, mais leurs fonds sont vite apparus insuffisants pour soutenir un développement multigénérationnel. Dès les années 2000, on parlait déjà d'une génération sacrifiée qui n'avait pas eu un accès raisonnable aux moyens de création comme ses prédécesseurs. Il serait utile que nous clarifions quelques règles pour favoriser l'établissement d'écologies artistiques plus saines et équitables en matière d'accès au financement public. Il nous faudra d'abord accepter de laisser mourir certains organismes, en particulier les compagnies dédiées à un artiste, lorsque celui-ci termine sa vie professionnelle. Les subventions attribuées aux compagnies de création devraient être personnalisées, c'est-à-dire identifiées aux artistes qui les ont fondées. Je m'incline devant Paul-André Fortier et son directeur administratif Gilles Savary, qui nous donne un exemple de sortie de piste honorable. Je vous invite à observer ce qu'ils ont accompli ces dernières années, notamment leur testament artistique. Il faudra ensuite identifier ce qu'on veut garder en vie, ce que nous voulons comme institution. Puis, pour maintenir la vitalité des milieux artistiques, nous devrons déterminer des durées maximales de mandat pour les directions artistiques de ces organismes. Après 10 ou 12 ans, il est certainement temps de passer les rênes. En contrepartie, il faudra prévoir des parachutes pour les artistes qui accepteront de prendre les rênes de nos institutions, une indemnité de départ qui facilitera leur sortie et la suite de leurs activités professionnelles. Les milieux artistiques doivent refléter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les pratiques actuelles de transmission doivent encore être questionnées pour qu'une éthique consensuelle émerge dans le milieu des arts. D'ici là, nous sommes sous des plafonds de verre. Les nouvelles générations émergent, mais leurs idéaux artistiques sont invisibles. C'est une perte collective, pure et simple. Merci, David. Toujours un plaisir.
C'est à réécouter à partir de cet après-midi et je pense que ça mérite d'être réécouté et d'être questionné à travers le milieu culturel. Merci, on se retrouve dans 2 semaines, David. Enchaînons avec une virgule musicale signée l'artiste Chateaubriand, tiens, et son opus Courir les yeux fermés, restez à